Bienvenue sur le format complet d'interview du podcast Expérimenter l'acting. Expérimenter l'acting, un podcast pour avancer ensemble par Éléonore Groseny. Ce mois-ci, le sujet c'était « Peut-on travailler seul son théâtre ?» Alors j'ai déjà essayé de répondre à ce sujet avec mes petits moyens, mais aujourd'hui nous avons Pascaline de Secret Judoka avec nous, et vous l'aurez compris, Pascaline elle fait du judo. Et c'est une discipline où il semble évident qu'on ne peut pas travailler seul. Et pourtant, pendant la pandémie, elle crée un programme intitulé Judo Salon qui justement permet de s'entraîner au judo tout seul dans son salon. Alors bienvenue Pascaline. Est-ce que tu peux te présenter en tant que judokate ? Parce que tu es beaucoup de choses, tu es globe-trotteuse, entrepreneuse, intervieweuse, chroniqueuse, coach, et tout ça c'est sans compter ton métier d'avant qui n'avait rien à voir avec le judo. Mais aujourd'hui j'aimerais Pascaline la judokate. Moi, en tant que judokate, j'ai commencé comme beaucoup en loisir petit, sauf que ce loisir a pris de plus en plus de place. J'ai envie de dire c'est toute ma vie dans le sens où ça reste mon plus grand loisir, j'adore ça. En même temps, c'est devenu aussi mon travail parce que c'est la partie qui me rémunère. Et là, aujourd'hui, je vis entre la France et le Japon, c'est pour le judo. Je fais de la compétition chez les plus de 30 ans, en France et à l'international. Comme je passais de plus en plus de temps au Japon, ça m'a semblé intéressant de passer le 4e dan japonais. Et les dan japonais sont un peu dans notre imaginaire, mais j'ai envie de dire un petit peu concrètement aussi quand même, un peu le Graal entre guillemets, dans le sens où le Japon c'est le pays qui a créé le judo. Ils sont extrêmement forts, ils sont aussi très exigeants, ils ont une qualité technique vraiment qu'on trouve souvent incroyable, à juste titre. Et voilà, je suis très contente d'avoir réussi ça. C'était une belle, ça m'a fait beaucoup progresser, donc c'était très intéressant. Par rapport à ce programme Judo Salon que j'ai mentionné dans l'intro, comment tu as eu l'idée d'inventer ce programme ? Parce qu'en général, quand quelque chose paraît impossible, on a rarement l'idée de l'essayer. Donc toi, comment tu as eu cette idée ? J'ai envie de dire, c'est venu par la contrainte, comme beaucoup de choses. Parfois, c'est quand on est contraint qu'on fait preuve d'imagination. C'est que je voulais faire de plus en plus de compétitions, sauf que j'étais loisir, dans un club loisir. Et je me rappelle de regarder de façon très jalouse les athlètes de haut niveau à l'INSEP en me disant mais eux ils ont trop de chance parce qu'en fait ils passent leur journée dans des structures qui sont faites pour eux, ils sont accompagnés du matin au soir et moi je suis un peu toute seule avec moi-même. Alors certes j'ai mes 2-3 cours par semaine, j'avais pas assez par rapport à ce que je voulais, donc dans cette contrainte là j'avais un copain judoka qui était un peu comme moi, on échangeait beaucoup puis on cherchait des idées. La deuxième chose qui a beaucoup joué sur cette imagination on va dire, c'est que dans le judo, et c'est encore le cas aujourd'hui, 80% des judokas, quand ils travaillent à côté, en fait, ils font de la préparation physique. Ça va du footing jusqu'à la salle de musculation. Moi, pas de chance, je n'ai jamais aimé ça, vraiment. À part le footing, où encore ça peut passer, la préparation physique, ça m'ennuie à mourir, j'aime pas du tout. J'étais quand même toujours attirée pour comment je pourrais faire toute seule quelque chose que j'aime, à savoir du judo. Après, c'est vrai qu'il existait quand même un exercice japonais qu'on appelle le Tandoku Renshu, qui veut dire l'entraînement seul, et qui consiste à répéter ces techniques dans le vide tout seul. Donc ça existait. Là-dessus, j'ai absolument rien inventé. Et puis, à partir de ce petit truc qui existait, j'ai réfléchi comment le développer pour pouvoir en faire plusieurs fois par semaine. Et puis alors après, pendant la pandémie, c'était 2 heures par jour, quoi. Donc il fallait quand même réussir à enrichir ça. Donc ce que tu dis, c'est que la préparation physique, ça sert à affûter, mais est-ce que du coup ça reste quand même nécessaire ou est-ce que c'est plus du zèle, du détail ? Il y a 2 choses. Le premier, qui est quand même un point de vue qui peut être assez partagé, c'est que c'est essentiel, mais c'est pas le plus efficace. C'est-à-dire que, en fait, dans les exercices de judo qu'on peut faire seul, en soi, c'est de la préparation physique, mais adaptée à une mobilité qui est utile. Cela dit, la préparation physique peut quand même être importante. Donc oui, la préparation physique peut servir, peut paraître indispensable. Après, toujours sur cette première raison, je pense qu'il faut prendre le contexte vraiment en compte. C'est pas du tout pareil si on a 20 ans et qu'on veut être sportif de haut niveau, où là j'ai envie de dire ça paraît assez inévitable, ou si on a un loisir et que même si on en fait beaucoup, on n'a pas une carrière à faire, on rencontre pas forcément des judokas qui sont aux Jeux Olympiques, etc. La deuxième raison pour laquelle je pense que la préparation physique n'est pas forcément inévitable, mais ça c'est plus un point de vue vraiment personnel, parfois parce que c'est une pratique très courante et qu'on va plonger dedans, j'ai presque envie de dire par automatisme, parce que les autres le font, ça empêche de se poser des questions sur soi-même, sur ce qui nous correspond le mieux, et parfois ça vient freiner, voire empêcher un travail qui serait mieux pour nous. Je donne un exemple très concret. Quand on fait de la préparation physique, on développe ses muscles, et les muscles viennent compenser des défauts de structure. Si je me tiens pas bien droite, que j'ai mes épaules penchées ou que je suis un peu cambrée, en fait, je vais pouvoir compenser par les muscles pendant un certain nombre d'années. Parce que je fais de la musculation, je ne vais jamais corriger ces défauts de posture, sauf que ce défaut, il va non seulement forcément ressortir un jour ou l'autre,
Soit avec l'âge, je vais pouvoir moins faire, soit par une blessure. Alors souvent la blessure, on se dit « Oh, c'est fou, j'ai fait un tout petit truc, ça a sauté. » Bah oui, mais en fait, ça fait 10 ans, 15 ans que tu travailles sur une structure qui n'est pas correcte. Dans tous les cas, ça ressort un jour ou l'autre. Et en plus, même si ça ressort pas un jour ou l'autre, bah c'est juste bête parce qu'on serait plus efficace si on avait une posture correcte. Voilà, je pense que quand on plonge dans des exercices juste parce qu'ils sont communément admis, ça freine un peu la capacité ou l'espace pour se poser des questions soi-même sur qu'est-ce qui est le mieux pour moi, est-ce que dans le fond j'ai déjà les bonnes bases. C'est vrai que j'ai cherché à travailler complètement toute seule à partir du moment où je me suis rendu compte que la plupart des conseils de travail qu'on me donnait fonctionnaient pas pour moi. Par exemple, pour l'apprentissage du texte, ce qui est globalement ce qu'on a l'habitude de travailler tout seul en tant qu'acteur, on me disait qu'il fallait le travailler en neutre pour pas figer l'interprétation, qu'il fallait l'écouter en boucle, qu'on devait être capable de le reciter dans n'importe quelle situation, et puis encore plein d'autres conseils. Et en fait, malgré tout ça, à chaque fois que je montais sur le plateau pour la première fois, bah c'était vraiment la débandade du texte. J'étais incapable de sortir quoi que ce soit, et tout de suite, il fallait qu'il y ait un souffleur qui me donne mon texte. Et c'est vrai que, comme tu dis, comme tous ces conseils qu'on m'avait donnés, c'était des méthodes qui étaient finalement communément admises, j'ai fini par me dire que si ça marchait pas pour moi, c'était à cause de moi. C'est parce que je suivais pas la méthode de façon suffisamment assidue. Et j'ai toujours pas la solution à mon problème de texte aujourd'hui. Et j'en suis même arrivée au point où je me dis que finalement, en fait, c'est pas possible d'arriver sur le plateau et d'avoir son texte en entier. En fait, ce n'est pas possible de travailler son texte complètement tout seul. Il faudra toujours se confronter au plateau, au public, parce qu'en fait, la première fois qu'on arrive sur le plateau avec des gens, de toute façon, on oublie son texte. Et d'ailleurs, je me dis que ça va être probablement un sujet de podcast, parce que c'est pas possible de rester comme ça. Mais par contre, pour toi, en judo, on peut travailler seul. Pour moi, c'est même pas qu'on peut, c'est qu'on doit, si on veut progresser. Parce que quand on est dépendant d'un collectif, d'abord, on est dépendant de contraintes horaires, de rythme, de ce que le prof va imposer. D'avoir l'espace pour travailler seul, ça permet de reprendre ce qui a été vu en cours à notre propre rythme. Moi, je sais qu'en cours, c'est pas les 10-15 répétitions, même si j'y vais tous les jours, qui vont suffire. Il faut que je refasse à la maison, il faut que je répète plus, peut-être plus lentement, plus vite, que j'adapte aussi par rapport à moi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est que de travailler seul, c'est pas toujours agréable, mais c'est dans ces moments-là, à mon avis, qu'on progresse le plus. On se bute à des difficultés parce qu'on est tout seul. C'est beaucoup moins facile que quand on est pris avec le partenaire, avec le prof. Donc je cherche beaucoup. Il y a des moments où j'ai du mal à trouver la sensation, surtout toute seule. Mais ce mécanisme de recherche apporte énormément. Alors je transpire moins, je me fais peut-être moins les muscles que quand j'ai des partenaires, c'est peut-être moins aussi excitant ou j'ai moins d'émotions. Mais pour moi, c'est vraiment une source de progression. Et puis la dernière chose, c'est qu'il y a énormément de choses qu'on ne fait pas en collectif, qu'on ne fait pas par définition quand les partenaires sont là. Moi, c'est ce que je dis toujours. Alors, le fondateur du judo, il s'appelle Jigoro Kano, et il avait une maxime qui, moi, m'accompagne dans vraiment ma vie de tous les jours, c'est l'utilisation optimale de son énergie. Où je mets mon énergie pour que ce soit le plus efficace possible. Une autre façon de le dire, assez marrante d'ailleurs, c'est comment avoir un maximum de résultats avec un minimum d'efforts. Qu'est-ce que je vais garder pour le collectif parce que je peux pas faire autrement, et du coup qu'est-ce que je libère de ce temps à plusieurs parce que je peux le faire toute seule. Et ça me sépare les deux temps de travail, et en fait ça me donne beaucoup plus de temps avec mon partenaire. Si j'ai fait la partie seule, en fait ça avance beaucoup plus vite. Et au lieu de répéter que 10 fois, du coup ça me donne le temps de répéter 50 fois. Quand je vais travailler seule, je travaille beaucoup mieux parce que j'ai eu beaucoup plus le temps d'acquérir les bonnes sensations avec lui. Donc pour moi, c'est aussi une façon de, entre guillemets, de séparer. Et ça affûte aussi le regard en se disant, tiens, qu'est-ce que je peux aller travailler seul? Qu'est-ce que je peux renforcer, développer, chercher, pratiquer différemment? C'est vrai qu'en cours, je me suis souvent dit qu'une partie du travail, d'une scène ou d'un texte, c'était vraiment pas du tout intéressant à voir. Et finalement, après tout ce qu'on vient de dire et puis mes expérimentations, je me dis que peut-être que si on s'ennuie, c'est parce que justement, c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt pour le collectif, et donc c'est quelque chose qui devrait plutôt se faire quand on est seul. Et puis, par rapport à toutes ces contraintes dont tu parles, le temps, le collectif, le prof, bon, on a évidemment exactement les mêmes en théâtre, et je pense qu'on gagnerait un temps fou si on travaillait plus tout seul. Mais c'est vrai qu'en théâtre, je trouve qu'on se confronte à l'idée que quand on va travailler tout seul, ça va être insurmontable et ultra super compliqué. Enfin, en tout cas, pour moi, je sais que c'est le cas, et c'est ça qui m'a bloquée pendant très longtemps, parce qu'en fait, je ne sais pas par où commencer. D'ailleurs, tu dis que tu t'es inspiré du principe de Jigoro Kano, le Tandoko Renshu, donc ça, tu dis que c'était ton point de départ. Comment, à partir de ce point de départ, tu as développé tout ça pour arriver à une méthode complète? Ça s'est fait au fur et à mesure quand on a l'esprit de chercher
Mm. et de se poser des questions sur ses besoins et sur ses contraintes. En judo, c'est hyper important d'avoir la conscience de son corps. Je rajoute un petit élément au montage pour faire un léger parallèle. Dit comme ça, ce que dit Pascaline sur la conscience du corps dans le judo, c'est pas tout de suite évident le rapport avec le théâtre. Alors que pour moi, il y en a un qui est vraiment énorme. Et d'ailleurs, je le mentionne dans le podcast d'expérimentation. Si vous voulez en savoir plus, je vous propose d'attendre la fin de cet épisode et puis de retourner sur l'épisode précédent qui est l'épisode d'expérimentation. Et vous pourrez peut-être trouver des réponses à ce qui se dit. En judo, c'est hyper important d'avoir la conscience de son corps. Donc déjà, les répétitions, première étape, c'est au lieu de les faire en pensant à autre chose, j'essaye de sentir mon corps. Alors au début, on n'est pas très affûté, on sent globalement à peu près son corps, puis après petit à petit, ah ouais, les hanches, tiens, les pieds, ah tiens, mais là mon dos il est ça. Plus on répète en faisant l'effort d'avoir envie de faire évoluer les choses, plus on développe la sensation de son corps. Donc ça m'a donné des idées de travail, parce que forcément, en commençant à comprendre mon corps et le sentir, je me suis dit, ah bah tiens, là c'est intéressant, en fait si je vais plus doucement, ou tiens, si je fais que cette première partie de la rotation, ah tiens, quand je fais que la première partie de cette rotation, par exemple, ça me demande de fléchir et de me tenir droit. Ah ben je vais travailler que ça, la flexion en se tenant droit. Ah tiens, quand je travaille que ça, je le retrouve dans telle autre technique. Tiens, je pourrais faire une séance où je travaille que cette petite partie, flexion corps droit, à travers 5 techniques différentes. Parce que du coup, je me suis dit, si je le retrouve aussi dans cette technique, ça se trouve, il y en a d'autres. Donc j'ai été chercher. Je dis, tiens, est-ce qu'il y aurait une troisième, une quatrième, ah bah oui, il y en a 5, 6. Ah bah je vais faire une séance que là-dessus. Et c'est comme ça, en fait, c'est vraiment, j'ai presque envie de dire en s'amusant, par intérêt. Aussi, il faut le dire, comme on est seul, plus on avance, plus on se libère de toute consigne ou injonction d'un certain professeur, d'une certaine école. Petit à petit, moi j'en étais la première surprise à me dire, en fait, ça donne des trucs cohérents. Si je prends précisément ce programme monté pendant la pandémie, du jour au lendemain, je me suis dit, je vais continuer, c'est sûr. Donc tiens, je vais dire à tout le monde, tous ceux qui étaient en contact avec moi sur les réseaux, dans les mails et tout, je vais leur dire, écoutez, moi je m'entraîne de 9h à 10h30, je branche ma visio, ceux qui veulent, vous venez. Donc au début, ça s'est fait comme ça. Mais moi, mes séances, elles n'étaient pas spécialement organisées. Je disais, allez-y, on y va. J'avais évidemment une idée de ce que j'allais faire dans ma séance, je la faisais, et puis après, le lendemain, j'en inventais une autre. En cherchant des sensations, ah tiens, je remarque les points communs, je remarque les nouveautés, oui, tu élargis de plus en plus ton type d'exercice, ton type de pratique, tu t'aperçois que tu es parti d'un seul truc, en fait 10 exercices différents possibles. Pour moi, c'est en faisant que ça vient tout seul. Et c'est souvent a posteriori qu'on réalise l'intelligence du truc, parce qu'en fait, c'est inconscient. Je trouve que finalement, tout ce que tu dis, ça montre vraiment l'importance que ça a de prendre des notes sur ses ressentis, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on peut voir chez les autres aussi. Parce que finalement, toi, ces visios, tu les as filmés et ça a fait quasiment tout de suite un programme complet que tu as pu mettre sur ton site. Et en fait, tu n'as même pas eu besoin de faire une démarche intellectuelle à la table. Tu l'as juste fait sans intellectuel, ou presque. Pour moi, là même encore aujourd'hui, 70% c'est ce que tu viens de dire, mettre des mots sur les choses, ça vient après la pratique. En fait, je sens, donc du coup je mets des mots. Et il y a quand même 25-30% où ça part de mon idée. Par exemple, là, concrètement, j'ai appris une technique d'énergie et je me suis dit, j'aimerais vraiment être capable de l'utiliser dans 2 techniques de judo que j'aime bien. Et je sais vraiment, là, je pars de zéro. Mais grâce à l'expérience passée, je me décourage pas et je sais que ça va venir en pratiquant par le corps. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est quand même pas inutile, ça peut être souhaitable parfois de partir d'une idée intellectuelle. Même si on part de zéro, c'est en cherchant qu'on va y arriver et parfois on n'arrive pas à ça, on arrive à autre chose, mais c'est en ayant eu l'idée de vouloir aller à ça qu'on peut aussi arriver à autre chose. Oui, puis on peut se dire que quand on part de l'intellectuel, on essaie les idées qu'on peut avoir et au final, on détermine si elles sont bonnes ou non pour nous. Ça peut prendre plus de temps, mais peut-être qu'au final, on a plus d'expérience sur comment on fonctionne, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Après, ça devient plus simple. Après, quand même, j'ai l'impression que ça peut être plus simple de partir d'une envie, d'une idée, quand on a de l'expérience, que quand on n'a pas du tout l'habitude. Toi, j'imagine, ces repères, ça te permet aussi de sentir plus vite que tel truc ça ne fonctionne pas pour toi et que tel truc au contraire c'est super. Bon, l'expérience, j'ai envie de dire, peu importe. Je suis vraiment convaincue qu'un débutant peut avoir exactement la même expérience d'un travail seul, d'un travail de recherche. Par contre, cette expérience, ce qu'elle m'a apporté de très important, c'est la confiance, même quand je ne vois pas encore. Même sur des séances où je ne trouve pas, peut-être qu'il y a 3, 5, 10 ans, j'aurais arrêté en me disant non, ça ne marche pas. Maintenant, je sais que j'arrête pas. J'avais vu une station que j'avais bien aimée qui était la foi, c'est de monter les escaliers quand on voit pas le sommet, quoi, en gros. Et ça peut être très puissant quand on
croit à quelque chose même si on ne voit pas du tout encore cette chose. Avec l'expérience, tu peux sentir que là, c'est pas forcément la bonne voie, autant pas continuer. Un art martial que j'ai commencé il y a un peu plus d'1 an et que je ne peux faire qu'au Japon. Donc là, pour le coup, ça veut dire qu'à chaque fois que je rentre en France, pendant 1 mois, 2 mois, parfois jusqu'à 3 mois, je travaille vraiment 100% du temps toute seule. Donc là, la foi et croire sans rien voir, il faut l'avoir fort. Et il me fait une correction dès le premier cours. Je tombe effarée parce que je me dis, mais ça fait 3 mois que je travaille avec cette erreur. Parce que je me dis, répéter une erreur tous les jours pendant des mois et des mois, en gros, on ancre une erreur en soi. C'est là que ça m'a beaucoup marqué. Il a tout de suite eu ce discours de dire, tu sais, les erreurs sont nécessaires, tu peux pas passer à côté. Et pour moi, c'est justement ça qui montre que tu progresses, parce que je n'aurais pas pu te corriger cette erreur si tu n'avais pas travaillé ces 3 mois-là, tous les jours, de cette façon-là. Et en fait, j'ai réalisé que pour moi, la seule et unique erreur à condamner, du moins quand elle est répétée, c'est de répéter machinalement sans réfléchir. Si je répète sans réfléchir quelque chose de faux, effectivement, j'ancre quelque chose en moi, un peu un réflexe qui sera faux. En fait, quand on prend conscience de son erreur, c'est qu'on a suffisamment évolué pour avoir conscience de ça et donc passer à la suite. Dans l'épisode d'expérimentation précédent, je conclus en disant que le travail seul, ce n'est pas viable sur le long terme. Il y a forcément un moment où on va devoir avoir un humain en face de nous pour pouvoir faire un ping-pong discussionnel. Pour toi, est-ce que c'est possible de travailler seul sur le long terme? Est-ce que c'est viable? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est toujours nécessaire? Qu'est-ce que ça a comme portée sur le long terme, le travail seul? Je pense que d'abord il y a toutes les graduations possibles et qu'il n'y a pas une seule bonne réponse parce que ça va dépendre beaucoup des gens. C'est pas binaire. Le plus important c'est d'écouter ses besoins et en plus d'écouter ses besoins, d'aller se bousculer aussi un peu en dehors de ses besoins. Alors pourquoi je dis ça? Parce que j'ai été très surprise de découvrir que mon fameux maître, lui, alors ça c'est très japonais, lui il n'a jamais eu un seul enseignement de son propre maître. Pour l'anecdote, il est à peine arrivé que le vieux lui a dit assieds-toi, il s'est assis, il lui a dit c'est nul, repars. Il y a une fois où il lui a dit assis-toi, il lui a pas dit c'est nul, il lui a dit marche, mon maître a marché, il a dit ça vaut rien, repars. Et il a fait ça 5-6 fois. Moi j'en ai beaucoup parlé avec mon maître et il me dit oui, justement c'est à toi de chercher et c'est à toi d'aller tirer de toi-même ce que tu vois. Donc ce fameux ping-pong dont tu parles, qui moi d'un point de vue occidental, de par mon histoire, de par ma pratique, j'ai envie de dire me paraissait essentiel. Je réalise qu'il n'est pas forcément dans la parole, il peut être juste dans ce que j'observe. On n'est pas forcément dépendant d'un enseignement ou de plusieurs enseignements, c'est pas forcément aux autres de nous apprendre. En fait, on peut trouver par soi-même énormément de choses. Et maintenant, j'en suis arrivée à un point où il me reste souvent que 2-3 questions que je garde sur ma liste. Ça, c'est les questions que j'ai pas résolues depuis 3-4 mois. Où je me dis, en fait, là, ça dure, j'ai toujours pas la réponse. J'en suis à 2 doigts de me dire, non, mais en fait, j'ai pas envie de lui poser. J'ai envie d'attendre. Je vais trouver par moi-même, peut-être dans 6 mois, peut-être dans 9 mois. Mais en observant, en pratiquant, pour répondre quand même à ta question, là où la pratique seule a quand même ses limites, c'est que là, je dis bien trouver mes réponses, j'ai quand même besoin de moments où je vais être avec le collectif, où je vais en voir d'autres pratiquer, où je vais voir mon maître comment il fait, juste en observant, et se dire, tiens, il y en a qui font comme ça, je peux peut-être essayer un peu, qu'est-ce que ça donne si je pose pas tout de suite toutes mes questions. Ce qui m'empêche de faire tout ce que tu décris, c'est vraiment la notion du temps. Parce que dans le théâtre, et dans beaucoup de disciplines d'ailleurs, on se confronte vraiment aux limites d'âge des écoles. Par exemple, en théâtre, c'est 26 ans. Et une année, je me dis, mais c'est énorme, je peux pas passer 1 an sans poser de questions et à travailler toute seule parce que je perds du temps. Mais ce que tu dis, c'est très vrai quand on se situe dans le cadre du fonctionnement des écoles. Donc ça, pour moi, le tout premier travail, qui est paradoxal, il faut bien écouter jusqu'au bout, le tout premier travail, c'est de sortir de cette contrainte extérieure, de se percevoir comme un élément qui est bien plus large que ça, de ne pas conditionner sa réussite, son envie, sa carrière à cette filière-là, parce que paradoxalement, c'est en sortant de ce conditionnement qu'on va certainement y rentrer beaucoup plus facilement. Moi, regarde, j'ai été championne d'Europe en 2019, j'avais quel âge? 38 ou 39 ans. Alors c'est championne d'Europe chez les plus de 30 ans, c'est pas chez les 20-30 ans, ça c'est vrai. Mais en termes d'émotion, de difficulté de préparation, de stress, de fierté, je crois pas qu'il y ait une grosse différence avec les 20-30 ans. En tout cas, moi, j'ai vécu un parcours extraordinaire et j'en suis même encore plus contente parce que j'ai évité beaucoup de blessures, j'ai évité beaucoup d'inconvénients des structures de haut niveau. En fait, tous les chemins sont pour moi parfaitement valables et peuvent être parfaitement épanouissants. Mais par contre, effectivement, ça veut dire réussir petit à petit à sortir de ce conditionnement. Et en plus, souvent, quand on en sort, en fait, finalement, on rentre plus facilement dans ce qui est demandé parce qu'on ne vit plus cette contrainte, cette pression.
C'est vrai. Mais en théâtre, l'une des difficultés, si j'ai bien compris comment ça fonctionne, c'est que les metteurs en scène, ils rendent pas forcément public toutes les auditions qu'ils peuvent faire passer. Donc finalement, l'avantage d'une école, c'est tout simplement de créer le réseau qui permet de trouver du taf plus facilement après. En judo, je pense que c'est un peu pareil, dans le sens où en judo, si tu rentres pas en structure, en pôle espoir, bah c'est vrai, au championnat de France, bah tu regardes tous les podiums, 99% des podiums, c'est des gamins qui sont dans les pôles. On va dire, ouais, mais attends, si tu restes dans ton club, même si tu t'entraînes 4-5 soirs par semaine, t'as pas l'entraînement suffisant, patati patata. Je dis 99%, c'est peut-être 90%, t'as quand même 10% qui arrivent. Ce qui veut dire que pour moi, tous les enfants, 12, 13, 14 ans, devraient se dire, bah en fait, le pôle, c'est pas la seule voie, tout est possible, je peux faire partie des 10% qui arrivent sur le podium sans être en pôle. Et du coup, en se disant ça, eh ben, je vais aller en pôle si vraiment c'est ce qui me parle et ce qui me correspond le plus, mais je vais ne pas y aller si c'est pas ce qui me correspond le mieux. Et en fait, je deviens libre. S'il se trouve que le hasard fait que toi, tu corresponds parfaitement à un chemin où tu seras 1000 fois meilleur dans ces 10%, ben en fait, c'est dommage que tu passes à côté parce que même en étant dans la voie des écoles avec les 90%, si ça se trouve, ça marcherait pas. Donc pour moi, en fait, le plus important en se libérant de ces contraintes, de ces chemins, c'est juste que ça permette d'être sûr de laisser son corps et son esprit s'exprimer là où il est le meilleur. Alors il y a peut-être beaucoup de chances qu'il soit le meilleur dans l'école, et tant mieux, mais ça sera fait de façon libre et non pas de façon mais j'ai pas le choix parce qu'en fait si j'ai pas ça, je rate tout. Oui, finalement, c'est un petit peu comme si on se disait, je fais confiance au destin, et si je dois être prise dans une école, eh ben je serai prise dans une école. Moi je dis je fais confiance à ma passion. En judo, on se dit mais si je ne réussis pas dans le haut niveau, ben j'ai pas réussi en judo. La médaille, la victoire, c'est une conséquence. C'est pas un but. C'est la conséquence de ta passion. En judo, si t'as pas plaisir à t'entraîner 4 heures par jour, ben laisse tomber. Tu peux pas. Tu perds pendant 2 ans. Tu perds tous tes combats. T'arrêtes le judo, tu continues. Celui qui te dit j'arrête, bah franchement, j'ai aucun regret. Je dis arrête tout de suite. T'aimes pas suffisamment le judo. Celui qui dit bah non, je continue quand même, c'est qu'il aime le judo. Et donc, parce qu'il aime le judo, ben, peut-être qu'il ne gagnera pas sur les 2 ans, mais peut-être qu'il gagnera dans 5 ans ou dans 10 ans. Peut-être qu'il fera complètement autre chose dans le judo. Peut-être qu'il gagnera chez les plus de 30 ans comme moi. Il y a toujours un moment où on se dit c'est ça la voie. Mais je pense que c'est super important à tout moment de s'obliger à se dire non, mais en fait, si je me connecte vraiment à mon plaisir, quelles sont les 10 autres voies possibles? Parce que juste ça soulage, ça libère, ça relaxe. Et finalement, la voie principale, on a une chance sur deux de mieux l'atteindre quand on se dit mais non, mais en fait, si j'ai pas l'école, mais je reste quelqu'un, je peux faire plein de trucs. Donc là, moi je trouve que c'est assez clair dans ton discours que tu es coach. Alors est-ce que dans ton accompagnement, tu inclus du travail seul? Bah moi je fais que ça, ça peut paraître très surprenant. La prépa mentale, on se voit en visio et puis ils ont parfois des exercices à faire entre les séances. Bon, ça c'est assez classique, ça surprend personne, c'est quand même beaucoup de travail personnel, c'est normal. Mais en coaching judo, je suis quand même capable de coacher des judokas sans les avoir jamais vus sur un tatami. Et c'est justement sur ce travail. Alors, seul, c'est pareil, hein, on peut être seul physiquement, mais on peut être seul dans sa tête. Et c'est sur ce travail seul, beaucoup dans sa tête, que je coach, puisque je vais pas dire tiens, fais cette technique-là, tire plus ton bras droit, place mieux ton bras gauche, mais je vais plutôt les orienter, les accompagner sur la méthodologie. Dès que l'un de mes judokas que j'accompagne me dit ah tiens, la semaine prochaine j'ai un entraînement qui est en dehors de mon club, je dis ok, donc tu vas avoir des judokas que tu n'as quasiment jamais vus. Oui, voilà exactement. Personne ne connaît sa thématique, il est tout seul dans sa tête. Hein. Je lui dis ok, ta thématique elle est simple, c'est que 100% de tes combats, tu t'oublies toi et tu écoutes ce que fait l'autre. Alors nous quand on dit écouter au judo c'est beaucoup avec les mains, dans la sensation. Je dis juste quand tu es en train de combattre, concentre-toi sur ce que fait l'autre et essaye d'être comme l'eau, c'est-à-dire de t'adapter 100% à lui. Tu ne penses pas du tout à toi et comme l'eau, tu suis 100% ce que lui fait. Comme c'est des judokas inconnus, c'est intéressant. Et lui, en quelque sorte, c'est quand même ce que j'appelle un travail seul parce qu'il a personne pendant le cours qui lui dit fais ci ou fais ça. Moi, je suis pas là pour voir ce qu'il fait. Il est tout seul à appliquer sa thématique et surtout, c'est l'un des effets les plus forts de ce programme, c'est qu'il est tout seul à juger des retours qu'il doit me faire. Donc c'est à lui de mettre ses propres mots sur comment il a vécu la séance, qu'est-ce que ça lui a fait, dur, difficile, pourquoi, nanana. Et moi, je ne peux que prendre ce qu'il me dit. Tu vois, ce travail seul, il peut aussi être juste quand on est seul dans sa tête. Tu parlais tout à l'heure d'avoir, par exemple, un carnet de notes. Bah, c'est aussi un travail seul, de noter quand on rentre d'une séance ce qui s'est passé, comment on l'analyse. Tiens, quels sont les points que j'ai bien aimés, que je voudrais garder pour la suite, quels sont les points que j'aimerais progresser, quels sont les points qui m'ont dérangé, qui me posent question. Pour moi, c'est un énorme travail d'apprentissage de l'autoanalyse qui peut faire que progresser. Le boulot, c'est de les découvrir, ces thématiques, et de découper. Quand je dis découper, c'est plus
je travaille en conscience, plus je m'aperçois, ah tiens, ce truc-là, en fait, je peux le couper en deux. C'est pas parce que tu te concentres sur ce que fait l'autre comme de l'eau que tu vas pas passer de technique ou que tu vas pas te défendre ou fais ton judo. Mais ta tête, ta concentration, elle est que sur ce détail-là, plutôt que de travailler en général. En fait, pour toi, ça veut dire que de poser une intention précise sur son travail, ça permet d'être plus efficace que si on travaillait quelque chose en général, en gros. Moi, c'est ce que je dis en judo. Je sais pas si c'est pas en théâtre, mais en judo, c'est clair et net. Si tu travailles tout de manière générale, juste tu fais des combats, tu arriveras au même résultat que celui qui fait spécifique si tu travailles tous les jours pendant 20 ans. Sauf que l'énorme différence, c'est que pendant 20 ans, tu vois peu le résultat. La progression te paraît très lente parce que tu travailles tout le temps de façon globale. C'est dilué. Si tu travailles de façon spécifique, évidemment, ça sert à rien de se concentrer sur un truc pendant 3 mois. En tournant, après on revient à la thématique de départ, on tourne, on grandit, plutôt que d'être toujours dans le flou et d'entendre, en tout cas en judo, c'est la phrase, oui, si ça s'apprenait en un jour, ça se saurait. Donc en gros, ça veut dire, tu déprimes, c'est normal, déprime encore pendant 10 ans, c'est normal. Non, moi je suis pas d'accord. Mais carrément. Et par rapport à cette thématique dont tu parles, au fait de décomposer finalement, est-ce que tu as une méthode, quelque chose qui permette d'aider à décomposer un objectif général? Parce que j'ai essayé de le faire pendant ma période d'expérimentation et c'était vraiment la grande galère. Si par exemple mon objectif c'est être une super méga actrice, comment je tire les fils pour arriver à quelque chose de concret? Je dis ok, qu'est-ce qu'il te faut pour gagner les championnats de France? Imagine-toi dans 10 ans, si tu devais décrire 10 qualités, 10 critères spécifiques, il faut décrire de façon factuelle, sans aucun mot évaluatif. Ceux qui me disent qu'il faut que je sois bon en technique. Oui, mais ça veut dire quoi bon concrètement? C'est que tu places tes pieds précis, tu connais la position, c'est que tu es rapide, et même rapide, ça veut dire quoi rapide? Je dis ok, face à l'enfant de 12 ans, ceinture blanche, là t'es lent. Ah bah non, là je suis rapide. Ça veut dire quoi alors? T'es pas très rapide par rapport à quoi? Ça c'est de l'entraînement mental pour le coup. C'est s'obliger encore et encore à décrire, et ça va vraiment de pair à observer sa pratique, pratiquer en conscience. Décrire de façon factuelle, encore et encore. Si là tu le fais concrètement, peut-être que tu vas trouver que 3-4 critères, donc ne lâche pas l'affaire, dis-toi je continue à chercher 10, en attendant de retrouver les 10, sur les 3-4, tu dis ok, tel critère, comment je pourrais le travailler? Donc peut-être que tu vas essayer 1 ou 2 exercices, peut-être que tu vas pas savoir, mais si tu es à la page blanche et que tu sais pas, le fait que tu aies trouvé ce critère, ça se trouve dans la semaine suivante à ton cours de théâtre, on va vous faire travailler un truc puis tu vas te dire oh punaise, ça pour mon critère ça peut vachement bien marcher. Donc plus tu vas prendre le temps d'essayer, plus ça va faire des connexions, plus tu vas repérer des choses, et c'est pour ça que je dis que c'est facile dans le sens où en fait les choses se font plus vite que ce qu'on croit. Et si on est face à la page blanche, on peut aussi se dire qu'en répétant l'exercice plusieurs fois, on va finir par trouver tous les critères au fur et à mesure finalement. Je trouve que c'est vraiment important aussi de se nourrir d'autres disciplines que la sienne, parce que là on parle de judo, et en fait, j'ai compris énormément de choses sur le théâtre, ça m'a confirmé des choses que j'avais essayées et ça m'a donné des pistes d'exploration, alors qu'on parle de judo. C'est là qu'on se rend compte que dans toutes les disciplines, en fait, on a énormément de points communs. Moi, je me nourris énormément, alors beaucoup des autres sports. Tu vois, la musique, je fais souvent le parallèle à la musique ou le scolaire. J'adore discuter avec ces univers-là parce que de toute façon, c'est des mécanismes. Et ça, c'est excellent parce que plus tu es en transdisciplinarité, plus au lieu de t'attarder au format, à la chose, plus au contraire tu en extrais le mécanisme. Et c'est ça qui te donne l'autonomie. Et c'est là où on revient sur le travail seul. Ça, tu peux le faire que tout seul. Et tu tires les propres mécanismes adaptés à ton théâtre, mais à ta vie, à ce que tu veux en fait. Et je trouve que ce que tu viens de dire, c'est un beau mot pour finir. Alors merci beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup d'avoir été là. Et d'ailleurs, peut-être que tu peux dire un peu comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Secret du Judoka, au pluriel, Secret au pluriel, Judoka au pluriel. Et que ce soit sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, j'ai pas les autres, 2 ça suffit. Ou sur le site internet, ou sur YouTube, ou sur le podcast. Enfin, en gros, si on tape Secret du Judoka, on tombe sur tout ce qui existe parce que j'ai toujours gardé le même nom partout. Donc, faut pas hésiter à aller jeter un œil. Et je précise que le fil rouge de Secret du Judoka, même s'il s'y passe beaucoup de choses, mais le fil rouge, c'est comment progresser plus efficacement. Donc, c'est un peu le sujet qu'on a eu aussi aujourd'hui. Alors merci beaucoup chers auditeurs d'avoir écouté ce premier format complet d'interview. Ce mois-ci c'était Peut-on travailler seul son théâtre? Et nous avons reçu Pascaline avec nous. Je dois quand même préciser que cette interview a été enregistrée après l'écriture du premier épisode d'expérimentation. En tout cas, si vous en voulez plus, vous pouvez écouter la deuxième interview, cette fois-ci avec Catherine, une professeure de piano à Paris. Alors je vous dis à bientôt.